comencem els aspectes de contingut de la jornada i comencem amb la conferència que hem demanat que pronunciï el professor Jean Quirion. Jean Quirion és doctor en Lingüística per la Universitat de Mont-real i professor agregat a la Facultat de Traducció i Interpretació i al Departament d'Estudis Lingüístics de la Universitat del Quebec a Ottawa. També va treballar uns quants anys com a terminòleg a l'empresa privada i ha treballat també per l'administració. Els seus camps d'interès i de recerca abracen aspectes com ara la terminologia, la terminometria, la gestió terminològica, les tecnologies lingüístiques, la lexicografia i la documentació. A part del seu coneixement de primera mà de la situació lingüística al Quebec i al Canadà, el professor Quirion coneix prou bé Catalunya i el cas català, atès que va fer una estada a l'Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra i va poder-lo conèixer de primera mà. Com a mostra que coneix les nostres manies i les nostres aficions, podeu investigar i veureu que el programari que ell va desenvolupar per fer aquests estudis terminomètrics s'anomena, no gens casualment, Barça, escrit amb una H al final, perquè fins i tot més enllà de l'Atlàntic ho pronunciïn com Déu mana, com il faut, això del Barça. Té nombroses publicacions sobre les matèries en què s'ha especialitzat, que no llegeixo ara per no robar més temps a la seva intervenció i perquè les podeu consultar a internet sense cap problema, i ha rebut diverses distincions i premis. D'acord amb el tema que dediquem a aquesta edició dels espais terminològics, el professor Quirion ens parlarà de la difusió i l'ús dels termes al Quebec i ens farà un balanç de les recerques socioterminològiques que s'hi han fet. Estem convençuts que la seva perspectiva ens pot ajudar per enfocar millor la resta de la jornada i li agraïm que hagi volgut acceptar la nostra invitació. La seva invitació, com heu vist ja en el programa, serà en francès i al final hem previst que hi hagi un espai per a les preguntes que podeu fer en català, en francès, en anglès, en castellà també, perquè sabem que hi ha gent que ha vingut d'altres parts de la península i per tant podeu fer-ho amb la llengua que us sentiu més còmodes i si cal ja li traduirem al ponent i ell també entén perfectament la majoria de les nostres intervencions, per tant podrem fer aquest espai de diàleg tranquil·lament. I així aprofitarem la proximitat de les llengües romàniques, que sempre està bé de poder-la aprofitar. Professeur Quirion, merci d'accepter notre invitation. C'est un honneur pour Term4 que vous soyez entre nous aujourd'hui et nous sommes impatients d'écouter votre parole, s'il vous plaît. Muchas gracias. Okay. Bon dia et bienvenus. Alors donc, oui, comme l'a dit Xavier, je vais parler en français. Je vais tenter de parler lentement, clairement, d'autant plus que j'ai un accent québécois. Alors, si jamais je m'emporte et que je parle un peu trop vite, mettez simplement votre main ici. Je verrai et je diminuerai. Alors, ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Alors, l'honneur, en fait, il est pour moi d'être ici, juste de voir l'intérêt que le thème de la diffusion et de l'implantation de la terminologie suscite chez vous est extrêmement stimulant. La Catalogne traverse peut-être des moments difficiles, vous sentez-vous peut-être une menace pour la langue. Néanmoins, le dynamisme qui émane de la Catalogne en ce qui touche la langue et la terminologie en particulier sont des modèles pour le Québec notamment. Alors, je remercie beaucoup Term4 et en particulier Rosa Colomer de son invitation. Je suis vraiment très touché d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter d'un thème qui nous est tous cher. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais tenter de voir avec vous ce que le Québec a mené comme étude sur l'implantation et sur l'usage depuis l'adoption de la loi 101 à laquelle Mme Grillet faisait référence tout à l'heure, donc dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a appris finalement sur les facteurs qui peuvent aider à la circulation et à l'implantation de la terminologie? Voilà. OK. Donc, rapidement, le contexte. On a une évolution, évidemment, déjà de Wüster, mais déjà dans les années 70, on a jeté les bases de ce qui est aujourd'hui la terminologie.
déjà à ce moment-là, on avait en tête un souci de réception. Qu'est-ce qui se passera avec la terminologie que nous créons? Il y avait déjà une collaboration avec les spécialistes. Ils étaient consultés, on allait puiser dans leurs écrits. Il y avait donc déjà une place accordée aux spécialistes avec les terminologues. Tout ça se passe dans un souci de préservation, voire de dynamisation des langues minoritaires ou minorisées, comme le catalan ou le français, du moins en terre nord-américaine, et avec les moyens financiers toujours réduits, un souci d'efficacité également. La politique linguistique, c'est un grand processus, l'aménagement terminologique également. Et il est important de pouvoir évaluer ce processus afin de le rendre le plus efficace possible. Et il va de soi que si nous connaissions la clé qui nous permet de procéder à une implantation efficace, du premier coup, idéalement, il y aurait certainement des énergies que nous pourrions mettre à développer davantage la terminologie. Alors, dans un contexte où il y a maintenant près de 40 ans que nous nous intéressons à la diffusion et à l'usage des termes, j'ai pensé que c'était un bon moment pour faire le bilan et partager l'expérience du Québec avec vous ici en Catalogne. Voilà. Alors, la question de recherche à laquelle j'ai tenté de répondre, c'est afin de voir comment la variation terminologique, du point de vue social, a été prise en compte dans les études d'implantation qui ont été menées au Québec. Alors, on a fait référence un peu plus tôt à la terminométrie. La terminométrie et le logiciel Barça sont des outils qui permettent de mesurer l'utilisation qu'on fait de termes, mais ça n'explique pas pour autant les causes derrière. Ça fournit des données objectives, mais il reste encore à voir quels sont les mécanismes qui entrent en jeu derrière cela pour permettre l'implantation. Alors, il y a eu des enquêtes qui s'intéressaient davantage à cet aspect social, et ce sont celles que j'ai étudiées pour vous les présenter aujourd'hui. Et j'ai tenté d'extraire de ces textes-là les variables les plus importantes. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le rythme, ça va? Ça va bien. Oui? OK. Donc, la façon dont j'ai procédé, j'ai été recenser toutes les études qui ont été faites depuis l'adoption de la loi 101 en 1977 jusqu'à aujourd'hui. J'ai constaté qu'il y avait eu 31 enquêtes. Bon, j'en ai pris connaissance, je les ai lues, j'ai analysé, j'ai tenté de retracer de ça les facteurs sociaux. Finalement, il n'était présent, ces facteurs sociaux, que dans 7 enquêtes, donc une petite partie, à peu près le quart, et j'ai tenté ensuite de les présenter par ordre d'importance, selon ce qui ressortait le plus fortement de l'ensemble des études. Alors, je vous présente rapidement les enquêtes, parce qu'il me semble que vous allez être un peu curieux de savoir qu'est-ce que c'était que cette matière première. Donc, ça va être un petit peu énumératif ici, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui a été fait. Donc, Aléon a été le premier en 1979 pour le vocabulaire du hockey. Alors, vous vous êtes intéressé aussi au vocabulaire du hockey, mais sur gazon, avec l'étude de Xavier Vilay Moreno il y a quelques années. Alors ici, ça a été une étude ethno-linguistique. Donc, le chercheur est allé dans le milieu des joueurs de hockey. Il a enregistré des commentaires sur le banc des joueurs. Il a fait des entrevues. Il a pris connaissance de documents. Il a enregistré les commentaires à la télévision. Et il a analysé la terminologie qui était utilisée là-dedans. Donc, c'est un mélange d'oral et d'écrit, mais surtout d'oral. Ce qui est assez rare quand même dans les études d'implantation. Chrétien, lui, 2 ans plus tard, s'est intéressé au domaine de l'électroacoustique, le hi-fi. Il a sondé des clients, des vendeurs et des techniciens dans des boutiques spécialisées d'électroacoustique. Alors, il a demandé aux gens quels termes ils utilisaient pour désigner telle ou telle chose. Et il a notamment remarqué au Québec, il y a une concurrence entre 3 terminologies, surtout à l'époque. Une terminologie franco-québécoise, une terminologie franco-européenne de France
et une terminologie anglo-américaine. Alors, il y a un usage français plus ou moins correct, mais qui est français néanmoins, et on tente de franciser à l'époque le plus rapidement possible, un moyen rapide, aller chercher en France la terminologie et l'emmener au Québec. La terminologie n'était pas nécessairement très familière aux utilisateurs et elle n'a pas reçu la plupart du temps un accueil formidable. Donc, il y avait vraiment une concurrence entre deux terminologies françaises et une terminologie anglaise. Aléon a poursuivi ses enquêtes, lui aussi, du côté de l'automobile. Il est allé voir dans des écoles de formation, des écoles où on apprend la mécanique, et il a tenté de voir quelles étaient les formes qui étaient présentées aux étudiants, les usages des professeurs, les usages des étudiants. Et il a constaté une diglossie, donc on connaît l'usage correct, le français correct, mais on utilise la forme anglicisée. La forme anglicisée est une forme d'appartenance sociale. Et je vais revenir là-dessus, c'est un élément fondamental qui ressort des études. Le besoin de réclamer son appartenance à un groupe, et il ressort clairement de cette étude d'Aléon que ceux qui maîtrisent vraiment bien le domaine vont maîtriser aussi la terminologie anglicisée, et ceux qui parlent bien, donc qui utilisent la terminologie proposée par l'Office de la langue française, ne connaissent pas le domaine. Ce sont des communicateurs, des traducteurs, des journalistes, mais ce ne sont pas des gens de l'interne. Donc, on utilise le terme anglais pour montrer qu'on est dans le coup. Alors, c'est très clair dans l'étude d'Aléon. Du côté de Heller, elle est allée dans une industrie, une usine de fabrication de bière, et c'est une étude ethno-linguistique. Ils étaient 4 chercheurs et ils ont passé quelques mois à l'intérieur de l'entreprise pour voir les réseaux de communication, les situations informelles et formelles avec lesquelles on utilisait la langue, pour tenter de voir ce qui guidait davantage les choix linguistiques. Et il semble qu'ici encore, l'appartenance à un groupe, à une catégorie socio-professionnelle est un élément très important. Denise Daou, a mené une série d'études entre 1987 et 1995. C'est, à ma connaissance, les premières études diachroniques, donc qui évoluent dans le temps, auprès d'une entreprise de transport, et elle a procédé par questionnaire. Donc, elle a demandé aux employés, dans une liste de termes, quel terme utilisaient-ils, le terme anglais ou le terme français, s'ils les connaissaient, et quelles étaient leurs opinions, leurs attitudes. Donc, c'était ici un usage déclaré. Alors, il y a une différence, comme vous le savez sans doute, entre l'usage déclaré et l'usage réel. L'usage réel, c'est supposé être la réalité. L'usage déclaré, c'est la perception qu'on a de la réalité. Alors, quand je suis au Québec, j'ai la perception que je comprends assez bien le catalan, mais quand j'arrive ici, la réalité est tout autre. Donc, c'est un exemple. Ensuite, on a Tremblay. Ça, c'est une étude de maîtrise qui a été faite à l'Université Laval sous la direction de Pierre Auger. Alors, c'est des termes communs, c'est-à-dire des termes qui sont un peu de la langue générale, des termes courants d'automobile ou de vêtements qui ont été choisis par le candidat. Et il a étudié par questionnaire l'utilisation en allant distribuer dans toutes sortes de facultés à l'université les questionnaires. Donc, avec une image, on indiquait qu'est-ce qu'on utilisait. La variable principale pour Tremblay, c'est la variable du sexe. Les femmes ont tendance, comme la sociolinguistique nous l'a déjà appris, les femmes ont tendance davantage à respecter, à observer la norme linguistique ou autre. Alors, elles avaient tendance à utiliser davantage la terminologie recommandée par l'Office québécois de la langue française. Et essentiellement, c'est la seule conclusion qu'on peut tirer du travail de Tremblay. Et la dernière étude, qui remonte quand même à près de 15 ans, donc il n'y a pas eu beaucoup d'études socio-terminologiques au Québec depuis un bout de temps, c'est celle d'André Martin, qui a étudié le domaine de l'éducation. Alors, il a fait une étude terminométrique, donc avec des chiffres pour l'implantation, mais aussi une partie de son étude
a été sous forme d'entrevues avec des rédacteurs du ministère de l'Éducation. Alors, tout comme chez vous, on peut s'attendre au Québec à ce que l'État ou ses représentants aient un rôle modèle dans l'utilisation de la terminologie officielle. Et Martin, ici, s'intéressait à des termes qui avaient été officialisés. Alors, il y a différents niveaux, là, comme ici en Catalogne, pour la diffusion de termes. Il y a des termes que j'appelle ordinaires. Ce sont des suggestions que fait l'Office québécois de la langue française. Et il y en a d'autres qui sont des termes qui sont obligatoires d'utilisation dans certaines circonstances. Et le domaine de l'éducation en est un. Et Martin s'est intéressé à ces termes obligatoires pour constater qu'ils étaient assez peu utilisés parce que assez peu connus. Alors, voilà. Donc là, je viens de vous brosser un tableau général. Ah oui, c'est vrai, j'avais des diapos pour chacune, je suis désolé. Ça vous aurait aidé sans doute pour suivre, là, mais bon, excusez-moi. Alors, on arrive au facteur d'implantation. Ça va toujours pour le rythme? Oui? OK, parfait. Donc, les facteurs d'implantation, pour garder le suspense, je commence par les faibles. On poursuivra ensuite vers les moyens pour finir par les plus importants. Alors, les facteurs d'implantation qui ne ressortent pas dans les études. Ce sont des facteurs qui ne semblent pas marquants. Ils ont été inclus dans peu d'études ou encore peut-être dans toutes, mais ne se sont pas avérés être décisifs. Alors, vous voyez, le lieu de résidence et le lieu de naissance ont été systématiquement demandés, je crois, dans à peu près toutes les études, mais jamais ça ne s'est avéré être un élément important. L'aspect législatif, alors le fait que ça soit une loi linguistique qui tente de modifier les usages a été évoqué rarement. Même chose pour l'idéologie. Donc, choisir de parler français ou d'utiliser les termes français par principe, parce qu'on y croit, parce qu'on veut franciser le Québec, est un facteur très faiblement indicateur, tout comme la responsabilité sociale. Bon, je me dois de parler français, par exemple, dans mon milieu de travail, parce que la loi 101 cherche à favoriser cela. Donc, ce ne sont pas là, ces éléments-là des éléments frappants. Et les degrés de bilinguisme. On aurait pu croire que la bonne connaissance de l'une et l'autre langue aurait pu être un facteur, mais il semble que non, selon les études que j'ai pu évaluer. Les facteurs d'implantation moyens, maintenant. Alors, l'âge des locuteurs joue un certain rôle. On va constater que les locuteurs plus âgés, bon, ils ont travaillé peut-être toute leur vie en anglais, ou ils ont pu utiliser au travail l'anglais, sont évidemment un peu plus lents à amorcer un changement. Et la jeunesse, à l'époque des études, avait tendance à réclamer peut-être un peu plus sa place, étant donné que la situation politique a changé un peu l'organisation des entreprises, des sociétés. Les employés étant... parce qu'on donnait l'occasion aux employés de travailler en français, il fallait que les patrons puissent leur parler en français aussi. Les patrons étaient souvent unilingues anglophones, alors ils ont été remplacés par des jeunes qui avaient une formation et qui sont devenus des patrons. Donc, l'âge est un critère ici qui a joué. La langue maternelle, dans une certaine mesure aussi. Alors, si on a la langue anglaise comme langue maternelle, bon, on va être plus tenté d'utiliser cette langue-là, évidemment, à titre d'exemple. La motivation économique, donc le désir de vouloir apprendre l'autre langue ou de l'utiliser dans le but d'améliorer son sort. Donc, obtenir de plus grandes chances de promotion si on maîtrise le français, par exemple. L'attitude envers les langues. Ça ici, c'est le fait de croire ou de ne pas croire que le français est une langue aussi apte que l'anglais à dénommer des nouvelles réalités, à faire fonctionner une entreprise. Donc, il y avait certaines attitudes qui disaient que oui, absolument, il fallait franciser, et d'autres qui disaient « Ah non, le français, c'est toujours
plus compliqué. Le français, c'est toujours un peu en retard sur les techniques. Donc, l'anglais, c'est la langue de la modernité. Ce genre d'attitude. Le sentiment de besoin. Alors, la proposition de nouveaux termes correspondait-il ou non à un besoin? Alors, par exemple, le cas de l'électroacoustique. Pour les locuteurs québécois, dans ce domaine-là, il semblait clair que nous n'avions pas besoin d'une terminologie proposée par l'Office qui vienne de la France. La terminologie qui avait trait au Québec semblait faire l'unanimité et la terminologie anglaise n'était pas très intéressante, semble-t-il. Alors, ce sentiment de besoin a joué un rôle relatif dans les facteurs d'implantation. Le niveau de scolarité, on a pu constater que plus les locuteurs étaient éduqués, plus ils avaient tendance à utiliser le français dans leur communication. Alors, on peut peut-être penser aussi ici à un certain niveau de conscience sociale un peu plus fort et à l'accès à la langue française. Dans certains quartiers plus populaires, les études ont été pour la plupart menées à Montréal. L'anglais pouvait quand même être parlé un peu partout et donc a pu influencer ici l'utilisation du français. Et la résistance au changement naturel chez les locuteurs, comme nous l'ont montré aussi les sociolinguistes. Alors, un peu de ce facteur-là aussi a pu jouer dans une certaine mesure. Voilà. Et maintenant, les facteurs les plus importants. Bon, je vous le disais il y a un instant, l'appartenance à un groupe social. Je vais les détailler un à un. Les situations de communication et les registres de langue. Donc, les contextes dans lesquels on va s'adresser à quelqu'un d'autre vont influencer fortement les choix terminologiques. Le mode de diffusion des innovations terminologiques, on est ici en plein dans le thème du colloque d'aujourd'hui. Les attitudes envers les terminologies. Il y a un instant, je vous parlais de l'attitude envers les langues en général, mais ici envers les terminologies en particulier. Les contraintes que peuvent vivre les employés au sein d'une entreprise et finalement le sexe. Alors, on va les aborder une à une. Alors, l'appartenance à un groupe social, il ressort des études clairement, et ça, c'est vraiment la variable la plus lourde, là, que la terminologie ou la langue de la terminologie, c'est un code. Un code par lequel on marque sa personnalité, son désir d'appartenance à un groupe social. Donc, dans le cas de Heller, qui était dans son entreprise, dans sa brasserie, on allait aborder le collègue en français ou en anglais en fonction de la place, de la relation qu'on voulait avoir avec cette personne-là. Par exemple, on le voit dans les cadres intermédiaires. Donc, les cadres intermédiaires, ils doivent traiter avec les employés, les ouvriers, pour leur donner des instructions, et ils doivent rendre compte à leur patron. Alors, avec les ouvriers, ils devaient parler parfois avec de la terminologie anglaise pour se faire comprendre ou montrer qu'il n'y avait pas une très grande distance entre les employés et le patron intermédiaire. Et avec les patrons supérieurs, là, l'entreprise était en cours de francisation. Alors, si le patron était francophone, ça se parlait en français. Et si le patron était anglophone, par respect encore, on avait tendance à utiliser la terminologie anglaise et même la langue anglaise, parfois carrément, pour dialoguer avec cette personne-là. Donc, les choix terminologiques étaient très fortement déterminés par la relation de communication, l'appartenance à un groupe social ou socio-professionnel. Alors, Aléon a remarqué, lui aussi, dans le domaine de l'automobile, là, ce que je vous disais tout à l'heure au sujet du prestige latent que la variante stigmatisée, la variante vous comprenez, stigmatisée? Oui, OK, parfait. Alors, cette variante-là, normalement, devrait disparaître. On a une terminologie qui nous est proposée, qui est française, qui est diffusée. Les professeurs eux-mêmes présentent la terminologie française, mais ils utilisent la terminologie anglaise après. Alors, ils veulent préparer, disent-ils, les élèves à être acceptés dans leur milieu de travail, et s'ils utilisent que la terminologie française,
il va y avoir une distance entre l'élève qui débarque dans un atelier et les autres employés du groupe et le patron. Donc, il faut maîtriser cet autre code. Et donc, c'est ça. Il y avait un groupe, là, j'ajoute à ça les fanatiques, là, les aficionados de la voiture, là, modifiés et autres. Ceux-là aussi, ça parle en terminologie anglaise. Et voilà, d'un autre côté, vous avez les langagiers qui sont dans une catégorie à part. On va voir ça aussi, cette opposition entre les langagiers et plus particulièrement les terminologues, les terminographes, du côté de l'électroacoustique. Chrétien est assez incisif dans ses commentaires où il constate qu'il y a une terminologie qui fonctionne du côté des professionnels et des amateurs d'électroacoustique, de hi-fi, et que les terminographes, les terminologues n'ont pas tenu compte du milieu du tout lorsqu'ils ont proposé la terminologie importée de France. Alors, ils ont créé une concurrence inutile, superficielle, qui n'a pas eu de résonance chez les locuteurs, mais qui n'aura contribué, selon lui, qu'à accentuer leur insécurité linguistique. Alors déjà, à l'époque, le parler français, on voulait bien, mais on n'était pas certain si on était capable de le faire correctement, si on avait les bons mots, si on avait les bons termes. Et ici, en tout cas pour Chrétien, c'est le cas à ne pas faire. C'est vraiment d'arriver avec cette terminologie en ne tenant pas compte du milieu dans lequel cette terminologie s'inscrit. Et finalement, voilà, bon, Chrétien conclut que la terminologie, il l'appelle semi-officielle, c'est celle proposée par l'Office, à un niveau communicationnel, elle ne s'implante pas. On la trouve parfois dans certaines revues, mais justement, les communicateurs, ils sont bien contents d'avoir de la terminologie proposée par l'Office, mais elle n'a pas fait son chemin dans les réseaux. C'est intéressant ça aussi, je vais y revenir tantôt sans doute. La terminologie ici, pour l'appartenance à un groupe social, c'est essentiellement à l'oral. Et l'oral nous échappe beaucoup quand on fait des études terminologiques pour l'implantation. Il est tellement plus facile d'étudier à l'écrit, et je suis le premier coupable, alors je ne fais que de l'écrit, c'est plus facile. Néanmoins, les études sociales, elles, ont tendance à aller à l'oral. Alors, c'est peut-être une leçon là, ici à retenir. Comme vous l'avez vu, il y a eu une série d'études au Québec jusqu'en 1998 et après, plus rien du côté social. Il y a peut-être un rappel ici à ne pas négliger cet aspect-là. Ensuite, vous avez, c'est ça, les situations de communication et les registres de langue. Alors, les registres de langue, à l'époque, on n'est pas trop favorable à la variation terminologique. On s'inscrit encore un peu dans la lignée de Wüster, et puis sans normaliser, on essaie de diminuer un peu la variation terminologique. Alors, idéalement, on aurait un terme qui désignerait une notion, et les autres termes se tiennent tranquilles. Les registres de langue semblent être un facteur important dans l'implantation. Le fait de pouvoir choisir un terme qui correspond à la situation, au degré de formalité ou d'informalité de la situation de communication est un facteur qui prédispose le locuteur à adopter le terme. Donc, s'il sent qu'il peut trouver un terme qui va très bien faire à l'écrit et un autre qu'il va pouvoir utiliser à l'oral, il va être content et sans doute pourra-t-il faire un choix là-dedans. S'il sent que le terme est tout à fait approprié pour l'écrit, mais qu'il risque de causer une mauvaise impression en utilisant ce terme à l'oral parce que trop long ou trop compliqué ou autrement, il risque de le laisser tomber. Alors, les chercheurs ont évalué généralement à l'oral comme à l'écrit et les terminologues à l'époque, pour résumer, là, s'intéressaient essentiellement à l'écrit. Donc, il n'y a pas eu nécessairement une évaluation en fonction de la façon dont les terminologues le percevaient, et j'y reviendrai en conclusion là-dessus. Donc, la méconnaissance des situations de communication réelles est soulignée également par Heller. Donc, cette pas absence, mais disons,
cette superficialité dans l'étude du milieu dans lequel on veut implanter la terminologie par rapport à la recherche terminologique. L'aspect terminologique, linguistique l'emportait nettement sur cette enquête sociale. Voilà, et un peu la même chose finalement pour Aléon. Là, on doit tenir compte des besoins terminologiques dans divers contextes de communication et tenter de proposer un ou des termes qui s'accommoderaient à ces situations-là. Pour les modes de diffusion maintenant. Alors, selon Chrétien, le mode de communication est absolument déterminant dans l'acquisition de terminologie. On a pu voir dans plusieurs études, dont celle de Daou, que si la terminologie semble venir de l'interne, elle est mieux reçue que si elle vient de l'externe. L'externe étant ici naturellement l'Office de la langue française. Alors, comment réussir à percer le milieu pour diffuser la terminologie? Je pense que c'est un défi que nous avons devant nous. La recherche de Daou a montré que dans l'entreprise de transport, il y avait des personnes qui étaient chargées de franciser, des agents de francisation. Et lorsque ce groupe-là proposait de la terminologie, elle passait nettement mieux que si c'était de la terminologie qui venait de l'Office. Donc, la source de la terminologie ou le moyen par lequel cette terminologie-là nous est connue semble être un facteur, lui aussi, de poids dans l'implantation terminologique. Il est intéressant de voir qu'à l'époque, on parlait de la théorie de la diffusion des innovations et on peut penser que les néologismes sont des innovations, comme d'autres, des innovations linguistiques. Or, on a 2 ou 3 articles qui vont faire des clins d'œil à la théorie de la diffusion des innovations, les modes d'adoption, quelles sont les qualités que devrait avoir une innovation pour engendrer un changement de comportement durable chez, pour nous, ça serait un locuteur, mais pour n'importe quelle innovation, ça serait une personne, tout simplement. Et Chrétien est un de ceux-là. Il y a eu un article, même plus qu'un article, c'est un livre publié par l'Office de la langue française, André Martin et Christiane Loubier, sur l'implantation du français. Et on applique de façon théorique la théorie de la diffusion des innovations à la terminologie. Rien après. Il ne s'est rien passé. Le principe est là, le principe a beaucoup de bon sens, mais n'a pas été utilisé. Et je pense que c'est, encore là, retourner dans le passé, non seulement rend humble, mais ça donne aussi des idées pour la suite. Et bon, voilà, Chrétien, lui, était tout à fait d'avis que si on tenait compte de cet aspect-là, on aurait sans doute plus de chances de réussir notre implantation. Ensuite, 2 des études montraient que la formation professionnelle qui était donnée dans un contexte formel était un facteur important pour eux d'acquisition de la terminologie. C'est un peu étonnant, surtout que dans le cas de Aléon, c'est lui qui s'est intéressé au domaine de l'automobile et on voyait que les professeurs, bon, c'était un peu variable là, certains professeurs utilisaient la terminologie française et en faisaient la promotion, mais la majorité mentionnait la terminologie française, mais utilisait la terminologie anglaise. Alors, c'est justement dans cet aspect peut-être ici négatif pour l'implantation qu'Aléon s'inscrit, tandis que Daou, elle, c'était dans un aspect plus positif, où lorsque la formation aux employés était donnée avec la terminologie française, c'est celle qu'ils adoptaient. Les attitudes maintenant envers les terminologies. Alors, le conflit de normes accentue l'insécurité linguistique. Donc, les normes auxquelles je faisais référence tantôt, qui sont particulièrement présentes dans l'étude de Chrétien, normes franco-européennes, franco-québécoises et puis franco-anglaises. Alors, ces 3-là entraient en concurrence et le besoin d'être compris faisait que la terminologie québécoise était spontanément adoptée au détriment de la terminologie proposée par l'Office. Or, à l'époque, on avait besoin de modèles, on avait besoin de se faire rassurer sur les choix terminologiques et de savoir que l'Office proposait certains termes, mais que dans le milieu, on en utilisait d'autres qui n'étaient pas anglais.
a créé un malaise important, semble-t-il, dans le domaine. Aléon, dans le domaine de l'automobile, va assez loin en déclarant que la terminologie de l'Office, elle est ésotérique et incomplète. Donc, le bilan est assez dur ici. Et on insiste dans les études sur la nécessité de s'accorder avec le marché linguistique. Donc, encore une fois, de tenir en compte le locuteur, ses besoins de communication, ses situations d'élocution pour produire une terminologie qui sera en accord avec ces situations-là. L'autre cas ici, il est un peu particulier, c'est les contraintes situationnelles. Ça se résume à une entreprise. Ça ne s'appliquerait pas dans d'autres situations qu'une entreprise. Et c'est une liste de facteurs qui n'ont pas été individuellement discutés. En fait, je vous les présente ici en tentant de les ramasser un peu. D'abord, le contexte linguistique, donc la langue dans laquelle le personnel est formé, la langue des autres joueurs dans le marché, la langue des fournisseurs de cette entreprise-là, la langue des entreprises qui y sont affiliées. Par exemple, pour la brasserie à Montréal, les intérêts qui la possédaient étaient canadiens, anglais et américains. Donc, les relations avec le siège social, justement, étaient en anglais. Donc, ça a une influence. Le type d'entreprise, son secteur d'activité, la technologie qu'elle utilise va généralement importer avec elle la terminologie qui permet de s'en servir. Au niveau de la direction de l'entreprise, la volonté politique. Si les dirigeants décident que oui, on va travailler en français ici, ça a beaucoup plus de succès que si, évidemment, les dirigeants sont réfractaires. Et puis, la langue d'usage au sein de l'entreprise, si la plupart des gens sont francophones, disons, l'implantation va se faire plus facilement. Et puis, la présence d'agents de changement à l'interne, donc des gens à qui on va confier ou qui vont prendre le mandat de diffuser la terminologie ou de s'assurer qu'elle est connue, d'en faire la promotion. On mentionne également que si le changement terminologique est fait dans le cadre du travail et non pas à part, là, tiens, on va prendre une journée, on va s'en aller à l'écart et on va discuter maintenant des nouveaux termes qu'on va utiliser. Et puis après ça, le lendemain, on va retourner au travail et puis on va utiliser ces termes français. Non. Le faire dans le cadre du travail, comme si c'était un changement progressif, comme si ça s'inscrivait naturellement dans le processus de travail quotidien, semblait être la façon la plus efficace pour intégrer les nouveaux termes. Nombre et dispersion des vocables techniques, ça signifie ici, dans une grande entreprise, si vous avez plusieurs secteurs qui demandent tous des vocabulaires, des terminologies, il y aura peut-être une difficulté un peu plus grande à intégrer tout cela et que les divers secteurs puissent se parler ensemble pour l'intégration. Et puis, si les processus internes sont fortement standardisés, la terminologie risque de suivre plus facilement aussi. Donc, vous voyez, ce cas-là est un petit peu particulier. C'est un amalgame de toutes sortes de petites variables qui, mises ensemble, auraient un poids assez important, mais pour chacune individuellement, il n'y a pas eu d'études claires là-dessus. Et je crois que c'est la dernière variable maintenant, la variable liée au sexe. Alors, Daou a pu remarquer que cette variable-là était souvent liée au poste occupé. C'est-à-dire que c'est le personnel de bureau qui avait tendance, parce qu'il communiquait à l'écrit davantage que d'autres types de travailleurs au sein des organisations, et que les travailleurs de bureau, bien, c'était souvent des femmes, qu'il y avait un lien, à tout le moins ici, là, dans l'implantation. Dans le cas de l'étude de Tremblay, c'était la seule différence significative en ce qui concernait sa population étudiée. Alors, les femmes avaient une tendance, comme je le disais tout à l'heure, à utiliser davantage la terminologie française. Et ça, bien, c'est conforme à ce que nous a appris la sociolinguistique également. Donc, il n'y avait pas beaucoup de surprises là-dessus. Donc, si on tente d'analyser l'ensemble de ces facteurs-là maintenant pour en faire une espèce de synthèse, alors on constate que le choix ne se fait pas
au niveau du terme, il se fait au niveau de la situation de communication. C'est ça qui va régir davantage le choix linguistique. C'est le symbole social qui est lié au terme. Donc, ce n'est pas les qualités linguistiques nécessairement du terme qui vont faire qu'on va le retenir, mais l'adéquation à la situation de communication. Sera-t-on compris? Sera-t-on bien perçu? Sera-t-on intégré dans le groupe? Comment serons-nous évalués par nos pairs si nous utilisons tel ou tel terme? C'est ce qui semble guider d'abord et avant tout les choix terminologiques. Ah, voilà. Et là, je cite ici Xavier Vilay Moreno. Je trouve que cette citation-là ne pourrait mieux résumer l'ensemble des enquêtes que j'ai étudiées au Québec. Bon, ouais, je vous ferai grâce de mon accent catalan, je vais vous laisser lire. Mais je crois que c'est vraiment, les interventions ne se font pas sur la langue tant que sur les personnes. Alors, d'ailleurs, Daou le dit un peu à sa façon aussi, c'est les facteurs humains qui priment dans les processus de changement terminologique. Alors qu'on a souvent le nez, nous, sur le terme, sur l'aspect linguistique. Léon poursuit en disant que toute tentative de mise en œuvre d'une terminologie, toute volonté d'implanter, doit tenir compte des caractéristiques sociales, socio-économiques, sociologiques de la population visée. Il avait ici, lui, en tête particulièrement les élèves des écoles mécaniques qui n'avaient pas beaucoup de formation, qui avaient besoin d'avoir une terminologie un peu plus accessible. Et puis, je suis allé aussi chercher du côté de Rogers, le pape de la diffusion des innovations, qui dit que, justement, pour avoir une modification durable, parce que c'est ça de l'aménagement linguistique, c'est vouloir induire un changement de choix, un changement terminologique, remplacer des formes qu'on juge indésirables par d'autres qu'on préfère, bien, on veut changer ça de façon durable. Et la théorie de la diffusion des innovations mentionne comme principe de base qu'on doit cerner le profil d'une population pour induire chez elle cette modification. Donc, comme terminologue, comme néologue, et je m'inclus là-dedans, on a tendance à faire primer les termes. C'est notre matière première, c'est ce avec quoi on travaille. Alors, quand on veut implanter, on se dit, quel terme qui est le meilleur? Alors, est-ce que c'est un terme qui va, bon, généralement, on va dire, s'il est court, si je peux en faire une dérivation, un verbe, un nom, un adjectif, le mettre au féminin, s'il sonne bien à l'oreille. Bon, oui, ce sont des facteurs désirables, mais ils interviennent en second lieu chez le locuteur. Ce ne sont pas les facteurs principaux. Et traditionnellement, par notre formation, par les connaissances que nous avons, c'est là essentiellement que nous arrêtons notre raisonnement. On se dit, on va lancer le meilleur terme linguistiquement possible et il devrait normalement s'implanter. Il faudrait peut-être revoir notre copie un peu. La sociolinguistique peut nous aider, et ici encore, j'aime beaucoup l'idée de Xavier Vilay Moreno quand il parle de comunitas de usuaris. C'est des petits groupes qui ne sont pas à l'échelle d'une communauté linguistique, mais vraiment des groupes d'usagers, des gens qui partagent un certain secteur d'activité. Alors, si on comprend mieux comment les termes circulent là-dedans, si on arrive à mettre au jour les réseaux de communication, il y a toujours des gens qui adoptent rapidement une nouveauté. Hein, si vous avez comment vous appelez, les mobiles, les téléphones mobiles, alors il y en a eux qui, dès le départ, là, c'était encore gros comme ça, là, puis ils en voulaient pour montrer qu'ils étaient à la mode. Et là, après ça, il y en a d'autres qui disent « Ah, tiens, ces gens-là en ont, je voudrais bien être comme eux, je vais m'acheter ça aussi. » Et plus tard embarque mon oncle et grand-papa. Et puis, finalement, on a les gens qui l'adoptent plus tard et le cycle se poursuit, les téléphones changent et on veut toujours le nouveau. Alors, c'est un peu le même principe, pas pour des produits, mais pour des termes. Et ces termes-là, ils vivent eux aussi, ils sont à la mode, ils prennent, ils vieillissent, ils deviennent désuets. Et peut-être que, dans le fond, mon exemple est bon ici. En français, on a utilisé longtemps le téléphone cellulaire.
Et puis téléphone est tombé, maintenant c'est le cellulaire, l'adjectif est devenu un nom. Alors ça aussi, ça évolue. Alors c'est un peu le même principe et on devrait peut-être regarder de ce côté pour s'inspirer de méthodes d'implantation. Se rapprocher des locuteurs est essentiel et peut-être est-ce qu'il faut réfléchir à une modification de nos méthodes de travail. On fait la belle place aux spécialistes, oui, on les consulte, ils sont présents, ils sont membres de nos commissions de terminologie, on désire avoir leur avis sur l'implantabilité, mais la représentativité de ces gens est sans doute trop faible pour qu'on puisse vraiment miser sur leur approbation pour que le terme se diffuse. Il y a des gens qui sont très enthousiastes pour la langue catalane ou la langue québécoise et qui sont convaincus que oui, ce terme-là, ça va passer. Il y a de la conviction, il y a le désir, le wishful thinking, comme disent nos amis latins. C'est aller un peu plus loin, je pense, serait nécessaire, se rapprocher des utilisateurs. Alors, dans les enquêtes, si on fait le bilan au Québec, là, la dernière enquête socio-terminologique remonte à près de 15 ans. C'est énorme. En fait, on avait un souci socio-terminologique beaucoup plus grand au début de l'application de la loi 101. Depuis, la terminométrie par corpus, donc les termes qui sont la mesure d'implantation chiffrée, a pris le dessus. J'en suis partiellement responsable, mais je pense qu'il faut justement s'assurer d'avoir un minimum d'équilibre. Et là, on a été uniquement du côté socio-terminologique, et puis là, pouf, on est passé à la terminométrie par corpus, et je pense que ça va prendre un mélange. Et vous avez mené ici une enquête. Vous n'avez pas beaucoup d'enquêtes d'implantation en Catalogne, mais vous en avez des bonnes. Celle de Xavier Vilay Moreno, encore une fois, ici, me semble un modèle. Parce qu'il a tenté de mettre au jour dans 3 secteurs les réseaux de diffusion, les réseaux de communication et les motifs pour lesquels les termes s'implantent ou pas, ce que ne livre pas la terminométrie par corpus. Elle peut compléter en donnant des données objectives d'implantation, sans plus. Alors, des enquêtes de ce type-là pourraient être intéressantes. Et finalement, je vais conclure en ouvrant peut-être un peu pour la notion d'implantation. Je pense que lorsque la terminologie a créé ses méthodes dans les années 70, la variation terminologique, comme je le disais tout à l'heure, n'était pas nécessairement la plus bienvenue. On cherchait à implanter un terme d'abord et avant tout pour remplacer un terme anglais, disons, si on prend l'exemple québécois. Aujourd'hui, on accepte beaucoup mieux la variation terminologique. On a fait une place dans la socioterminologie pour la synonymie, pour diverses façons de nommer des notions. Et je pense que si on en profitait pour assouplir la notion d'implantation terminologique et ne pas nécessairement chercher à implanter un terme particulier, par exemple en catalan, mais veiller à ce que la terminologie utilisée soit catalane. Alors, on aurait, à ce moment-là, on chercherait à favoriser l'utilisation d'une langue dans le domaine terminologique plutôt que l'utilisation d'une terminologie particulière. Alors ça, là-dessus, la terminométrie peut être utile dans la mesure où, dressant un tableau clair de l'utilisation des termes pour désigner une notion donnée, on peut faire le total des termes, disons, en catalan qui désignent une notion, même s'ils sont en concurrence, nous permettrait de voir que un terme anglais, par exemple, ou castillan, est peut-être le plus utilisé à, je ne sais pas, 40% du temps, ce terme anglais est utilisé, mais la somme des autres termes, 60% du temps, ce sont des termes catalans qui sont utilisés. Alors, je pense que cet élargissement de la notion d'implantation, non peut-être pas tant d'une terminologie, mais d'une langue, pourrait peut-être être matière à réflexion pour la suite. Et je pense que c'est fini. Ouais, voilà. Merci beaucoup. C'est bon? Ah, c'est bon.
crec que hi ha hagut prou elements d'interès a la presentació del professor Quirion. Segurament pot ser que algú ja se li hagin començat a plantejar algunes preguntes i el ponent té l'amabilitat de cedir aquest espai perquè les puguem contestar, perquè els puguem mirar de parlar-ne una mica entre tots. Per tant, teniu la paraula, hi ha un parell de micròfons per la sala. Insisteixo que podeu fer la pregunta com us sigui més còmoda, la intervenció com us sigui més còmoda, i ja mirarem d'entendre'ns, que segur que no hi haurà cap problema. D'abord, merci beaucoup de ton exposé qui a été vraiment clair, qui a été vraiment brillant. Et je veux dire, et je veux le dire en català, us prometo que no l'he convidat després ni a un pernil ni a res. Soc Xavier Vila i Moreno. Alors, j'ai une question à te poser, une question comparative. Depuis de quelques années, nous avons fait des recherches ici, nous avons travaillé sur l'analyse de l'implantation et d'une façon répétitive, ce que l'on trouve, c'est que chez nous, le problème numéro un, c'est toujours comme ça, c'est la diffusion. C'est que les locuteurs potentiels, les communautés d'usuaris, n'arrivent pas à connaître les termes, les solutions et même les produits qui sont faits pour eux. Alors, ce que je me demande, c'est que tu nous connais, tu connais notre expérience. Quelles sont les différences qu'on peut identifier dans les façons de faire la diffusion de la terminologie au Québec par rapport à la façon aux outils qu'on utilise ici? D'accord. Oui. Parce que pour nous, c'est le point, à mon avis, crucial. Mm-hmm. Oui, c'est une excellente question. Vois-tu, au Québec, il n'y a pas beaucoup de différences, selon ce que je connais, avec vos méthodes de travail pour ce qui est de se rapprocher peut-être des locuteurs. Il y a des initiatives récentes, par exemple, de travailler avec le monde wiki. Alors, on a à l'Office présentement, où je ne sais pas si c'est en cours ou si ça vient de se terminer, un vocabulaire sur le Frisbee Ultimate, alors un sport qui est assez récent au Québec, à tout le moins, et qui est largement anglais, même, vous voyez, je ne sais même pas comment le dire en français. Et puis, on a approché pas la fédération, mais l'association des sportifs de ce type. Et on est allé chercher par eux des gens, des joueurs qui étaient intéressés, motivés, et sans qu'il y ait nécessairement beaucoup de leur temps à ces spécialistes qui soient exigés, le wiki permettait de travailler chacun à son moment. Les terminologues plaçaient là-dessus leurs travaux terminologiques, discutaient des formes néologiques qui pouvaient être acceptables, et il y avait une discussion qui s'ensuivait entre les spécialistes pour voir si le terme pourrait être recevable ou pas. Personnellement, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin que ça. Je crois que, étant donné que les moyens sont limités, il est inimaginable qu'une organisation comme Term4 puisse être partout, dans tous les domaines, et connaître les locuteurs. Je pense qu'il faut établir des réseaux. Et on n'a peut-être pas étudié encore suffisamment la possibilité d'aller du côté des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et la collaboration massive. On a vu que du côté de Wikipédia, par exemple, c'est absolument inimaginable que on vous aurait dit ça il y a 15 ans, qu'on allait créer une encyclopédie en ligne qui aurait du bon sens, avec des gens qui donneraient de leur temps comme ça. C'est impensable. Alors, je me dis, si on est capable de faire une encyclopédie, on doit bien être capable de définir des termes ou de trouver des néologismes. Alors, il y a des communautés comme ça de gens qui seraient sans doute intéressés à collaborer. On pourrait créer des groupes comme ça, ça se fait à distance, ça n'implique pas de déplacement, ça n'implique pas de réunion, ça implique quand même un engagement de la part du terminologue pour manœuvrer dans le réseau.
mais il pourrait identifier à ce moment-là peut-être des gens qui sont des meneurs, des early adopters, là, des gens qui sont devant les choix terminologiques et qui pourraient servir d'antenne après ça dans leur réseau pour faire circuler ces termes-là. Et on pourrait avoir des sites collaboratifs où les gens pourraient eux-mêmes proposer des néologismes. Ils viendraient à ce moment-là de l'interne et non pas de l'externe. Nous aurions toujours un rôle de régulation là, pour s'assurer que les termes ont quand même un certain bon sens, un respect de la langue et tout ça. Mais on aurait peut-être un contact plus grand à relativement peu de frais avec les communautés d'utilisateurs ou d'usagers, là, ou soiris que tu proposes. C'est peut-être une solution économique qu'on n'a pas examinée encore beaucoup. Elisabet, em sembla que aquí davant hi havia una altra intervenció. Merci, votre exposé vraiment a été très intéressant. Et vous venez de répondre un peu la question que je voulais poser. Je suis tout à fait d'accord que le plus important, c'est ce que vous appelez le facteur humain. Peut-être plus concrètement, je dirais les facteurs psychosociaux dans l'implantation de la terminologie. Mais probablement, il y a des raisons pour identifier des stratégies différentes d'implantation selon la nature des domaines, des communautés d'usagers que vous venez de dire aussi. Parce qu'il y a des domaines comme les entreprises ou les administrations, les communautés de spécialistes académiques, où la prédominance de l'écrit, des communications institutionnalisées, formelles, fait penser qu'une stratégie de diffusion par l'apprentissage serait efficace, tandis que dans les domaines plus populaire, ce que vous venez de dire, de chercher les modèles de référence, les personnes dans le monde de l'automobile, par exemple, avec lesquelles les personnes qui suivent ces activités tendent à s'identifier comme un modèle de référence, suggéreraient plutôt des systèmes de diffusion orale. Là, c'est peut-être où les médias pourraient collaborer le plus efficacement à la diffusion des termes. C'est probablement ça. Et je voudrais savoir si vous pensez aussi que c'est important de trouver les moments de changement de conduite par les usagers. Je dis ça en pensant à une réflexion qui est en cours chez nous sur le changement de comportement langagier dans les rapports interpersonnels. Il semble que il y a des moments dans l'évolution des personnes où chacun fait un changement professionnel, un changement de résidence, un changement qui permettrait d'introduire d'autres changements linguistiques. C'est peut-être la combinaison de toute cette stratégie, ce qui permettrait de faire une sorte disons, de charte, de structure, de stratégie différenciée pour chacun des domaines. Peut-être. En fait, je pense que vous avez raison. Chaque domaine aura ses particularités. Ce dont je rêve, c'est qu'on soit en mesure d'étudier un nombre suffisamment important de domaines là où on voudra faire de l'implantation pour dégager un certain nombre de critères qui risquent d'être communs à tous les domaines et resterait après ça à identifier les cordes sensibles du nouveau domaine dans lequel on voudrait se lancer pour faire jouer cet élément-là supplémentaire pour faciliter l'implantation. Quand on veut lancer un nouveau produit, on fait dans le marketing, on va faire des groupes de discussion, on va faire des études de marché. C'est très coûteux,
mais est-ce qu'on pourrait penser à des formules apparentées sur une échelle peut-être plus réduite, mais qui nous permettraient de prendre le pouls de la population à laquelle on va s'adresser ou de valider les choix qu'on va faire? Ou... Il y aurait certainement en fait des perches à tendre de ce côté-là, mais je suis parfaitement d'accord avec vous que ça va varier selon chacun des domaines. Et je suis curieux de ce que vous pourrez obtenir comme élément dans la recherche du moment de changement. Parce que déjà ça, pour une terminologie, on n'est même pas capable encore de dire quel est le moment après lequel un terme ou une terminologie est proposée, qu'elle passera à l'usage ou elle ne passera pas. Et ça aussi, ça semble varier selon les domaines. J'ai par exemple étudié le domaine du golf au Québec. Et je pense que c'est le tout premier lexique qui a été fait par l'Office en 1971. Et je l'ai étudié il y a après peut-être 35 ans qu'il était lancé, le lexique français. Et il était, les 2/3 du temps, le terme français est utilisé. Alors on s'est dit, bon, mon Dieu, 35 ans plus tard, c'est pas énorme. Mais quand j'ai fait part de ces résultats-là aux gens de l'Office, ils étaient absolument ravis parce que le domaine du golf était 100% anglais en 71. Alors là, on a besoin de beaucoup de temps, mais pour d'autres domaines, si ça ne passe pas dans l'année ou deux, cette technologie n'existe déjà plus. Et c'est quelque chose d'autre. Alors, le facteur temps ou moment est certainement important, mais difficile pour l'instant. On ne sait pas grand-chose là-dessus. Alguna altra pregunta o alguna altra intervenció? Jean, en catalan? Lentement. Lentement. D'acord amb el que heu comentat fins ara, presentaves que la terminometria en un moment determinat va agafar un gran impuls al Quebec, però que realment s'ha de tornar a agafar els estudis sociolingüístics. És a dir, per interpretar les dades, pour interpréter les données qui nous donnent la terminométrie, il faut retourner à les enquêtes et les études sociolinguistiques. Oui. Mais je voudrais introduire une autre chose, parce qu'à mon avis, il y a aussi un autre type d'études pour complémenter tout ça. Oui. Parce que c'est le changement linguistique. Oui. Il faut retourner aussi aux études du caractère linguistique pour visualiser un peu les tendances du caractère morphologique, syntactique, qui favorisent l'implantation de ces termes, tandis qu'il y a d'autres termes qui ne le font pas. Parce que ça, dans notre cas, est un peu différent du Québec. À Québec, il y a une langue qui s'impose l'anglais et qui on peut franciser. Il y a aussi les législations et tout ça, mais il y a seulement deux langues. Oui. Tandis que maintenant, quand on étudie l'implantation chez nous, on étudie l'implantation de termes qui viennent de l'anglais, mais qui arrivent à une société qui alterne le deux codes catalan et castillan. Et il y a aussi des questions pragmatiques, sociolinguistiques des usages des autres deux langues, de catalan et castillan, qui peut favoriser ou pas l'implantation de ces termes. C'est ceci qui semble une orientation complémentaire aussi. Très bien. Merci. Alguna altra pregunta, alguna altra intervenció? No. Heu vist que ja era l'hora d'esmorzar i ja penseu que ja prou. Doncs bé, per no endarrerir tampoc massa l'horari, que després ens costaria de posar-nos al dia, mirarem de fer la pausa tan curta com puguem, de manera que mirem a veure si en 20 minuts podem fer l'esmorzar. Us agraïm a tots l'atenció i merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.